Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi, Jérôme Laverny. Le travail, c'est la santé. Travailleuses, travailleurs. Parce que nous vivons plus longtemps, il nous faudra travailler plus longtemps et partir à la retraite plus tard. Il y a des gens qui travaillent ici. Le pouvoir d'achat, c'est d'abord le travail, c'est la rémunération, c'est le salaire qui tombe chaque mois. Nous allons faire du bon travail ensemble. Qui vous permet de payer votre loyer, vos dettes, votre alimentation. Et voilà le travail. J'arrêterai qu'il y en a qui arrivent en avance le matin. C'est inadmissible. Mais qu'est-ce qu'il y a au-dessus du droit du travail? Je vous rappelle autre devise, travailler moins pour gagner plus. On vous souhaite la bienvenue dans les vraies voix qui font, enfin en tout cas pour l'emploi, avec Jérôme Laverny, notre expert du soir. Bonsoir Jérôme, bonsoir, comment ça va? Bonsoir Philippe. On va parler de pas mal de choses aujourd'hui, de différents sujets, et comme chaque semaine, vous le savez, vous êtes en situation de recherche d'emploi ou de stage, et ben nous ouvrons notre antenne pour vous, 0826 300 300, histoire de vous donner la possibilité de rencontrer peut-être en direct des entreprises ou de vous ouvrir de nouvelles opportunités, et on vous le dit, 0826 300 300, et vous êtes les bienvenus. On parlera avec Anaël et Juliane qui sont étudiants ingénieurs bâtiments et travaux publics au sein du CESI Nanterre qui recherchent, je crois, un stage. Tout à Jérôme fait. Laverny, on en parlera avec eux dans quelques instants. Et dans la période un peu trouble que nous traversons par la réforme des retraites, est-il encore permis d'avoir des signaux positifs? L'innovation est-elle encore possible en France? C'est ce que nous verrons avec l'économiste Nicolas Bouzou pour son livre La France de l'à peu près, publié aux éditions L'Observatoire. Et puis on reste dans l'innovation avec Maurice Lévy, fondateur de l'Escalator, un incubateur qui vise à favoriser l'ascenseur social, un dispositif totalement gratuit qui encadre les jeunes qui veulent se lancer dans une start-up par exemple. Et oui, les métiers du livre recrutent, les éditeurs notamment, et sur le poste de technicien supérieur de fabrication et d'édition, métier peu connu. On aura avec nous Aïda Diab, directrice générale du CFA Asfored. Et puis ensuite, question métier du livre aussi, il y a pas mal d'alternances et ça recrute énormément au sein des librairies. On vous souhaite la bienvenue dans les vraies voies de l'emploi avec Jérôme Laverny. Vous avez un CV, monsieur? Oui, c'est un CV de ce que j'ai fait avant. Tac. Non. Vous avez son curriculum vitae? Oui, je connais ton pédigré, et si tu connais pas le mien, il faut que je t'informe. Ah ça va, vous allez pas nous sortir tout le curriculum, si? Il y a quoi là-dedans? Mon CV. Donc vous me remplissez tous ces papiers-là, et puis les autres choses, comme tous les dossiers, il faut un CV, une lettre de motivation, enfin toutes ces choses-là, et puis voilà. Regarde, il est tellement léger que ça flotte, dis donc. Bien, il est temps de se mettre au travail. Et nous sommes en direct avec Anaël. Bonsoir Anaël. Bonsoir. Et Juliane, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes étudiant, ingénieur bâtiment et travaux publics. Et avant forcément, Jérôme Laverny, de rentrer sur le marché du travail, souvent le stage en entreprise ou l'immersion est préférable. On s'achemine tout doucement vers l'été, n'en déplaise à Rémi André qui ne se prive pas, bien évidemment, de jeter le voile sur la plus belle éclaircie de la semaine, les vraies voies de l'emploi. Donc on s'achemine vers l'été, et vers l'été, eh bien, c'est forcément une recherche de stage, la préparation aussi parfois d'une alternance, il faudra qu'on en parle également. C'est un exercice périlleux, c'est un exercice pas toujours très facile, d'autant que dans le cas qui nous intéresse, eh bien, ces deux jeunes, Anaël et Juliane, cherchent un stage à l'étranger. Il y a une méthodologie qui n'est pas forcément très commode et sur laquelle il va falloir que l'on échange de telle sorte à ce qu'elle puisse à la fois soutenir Juliane et Anaël, mais aussi peut-être éclairer certains de nos auditeurs. Alors difficile de trouver en France, mais à l'international c'est encore plus difficile. On va commencer par vous Juliane. Merci d'être... c'est vous? Non, c'est pas Juliane, c'est vous. Alors, Anaël, oui, pardon. Julien ou Juliane? Juliane, d'accord. Okay. Juliane, justement, aujourd'hui, vous en êtes où? Est-ce que les relations entre la France et l'international, est-ce que c'est difficile? C'est un problème, j'imagine, de réseau aujourd'hui de trouver un stage. Vers qui vous vous tournez normalement? Alors déjà, je vous remercie de m'accueillir aujourd'hui sur ce plateau pour répondre à vos questions et également m'aider à trouver une entreprise à l'étranger. Donc en effet, les stages à l'étranger, c'est un peu compliqué de trouver. Surtout avec les relations qu'on a en France. Enfin, on n'a pas trop de contacts ni trop d'opportunités de pouvoir postuler à l'étranger. Voilà ce qui nous ralentit un peu dans notre démarche. Il y a un pays où peut-être qui pour vous est intéressant ou plus intéressant que les autres? Est-ce que où c'est vraiment très très large? Est-ce qu'on est en Europe? Est-ce qu'on dépasse ses frontières? Après, bon, ce serait mon opinion personnelle. C'est pas du tout en rapport avec mes études ou en rapport avec le BTP principalement, mais ce serait plus tourné vers le Japon. Ah oui. Vous parlez un peu japonais? Pas du tout. J'ai pas vu sur votre CV japonais, c'est pour ça. Ça démarre bien. Mais après, voilà, je suis ouvert à tout type de pays. Vraiment, j'ai pas de restrictions par rapport à ça. Le plus important, je trouve que c'est qu'on parte à l'étranger, qu'on puisse avoir une expérience à l'international.
et qu'on puisse voir aussi les enjeux internationaux qu'il y a ailleurs qu'en France. C'est ça. Anaëlle, le Japon vous fait rêver aussi ou il y a d'autres destinations? Moi, oui, ça me fait rêver parce que d'un point de vue architecture, c'est quand même des maisons ou des bâtiments assez atypiques qu'on ne retrouve pas du tout en France. Mais pour le coup, comparé à Juliane qui a un pays vraiment qui préfère. Moi, vous êtes plutôt ouverte Je suis très ouverte. Ah ouais. J'ai eu la chance de pouvoir voyager plusieurs fois dans ma vie et de découvrir plusieurs pays. Et du coup, j'aime beaucoup voyager. J'ai pas forcément de contraintes particulières. On parle de réseau, forcément, Jérôme Laverny. Le problème, on l'a dit, c'est souvent les employeurs ou les stages, c'est souvent le problème de réseau. Est-ce qu'il y a des filières? Est-ce que quand on tape à la porte d'une entreprise française qui a effectivement des succursales à l'étranger, et est-ce qu'il faut s'adresser à la France qui elle transmet? Comment ça se passe? Oui, il y a plusieurs possibilités. En tout cas, la règle et la méthodologie, c'est de ne surtout pas avoir de méthodologie particulière. En réalité, on touche là à un point assez bizarre, assez intéressant et qu'il est précieux de dire pour nos auditeurs. Peu d'entreprises sont parfois diligentes dans la publication des offres de stage, mais en réalité vont prêter une oreille relativement bienveillante à la candidature de jeunes étudiants. Certaines entreprises mettent en place des VIE, volontariat international, qui sont des expériences absolument très enrichissantes, mais communiquent peu, communiquent mal. Et on est dans cette époque paradoxale où on dispose des moyens de communication absolument faramineux et où certaines entreprises sont un petit peu défaillantes sur le sujet. Donc comment faire? Comment faire pour trouver un stage, et particulièrement à l'étranger? Eh bien, il faut aller tous azimuts, y compris sur des offres d'emploi. Effectivement, par ce rebond qui va consister à passer par un siège en France pour essayer de se positionner sur des postes dès lors qu'on a identifié qu'ils existent à l'étranger, ou pourquoi pas faire un petit peu l'inverse et utiliser le réseau, c'est-à-dire les vraies voies de l'emploi. Vous avez une formation ingénieur bâtiment, vous voulez aller plutôt dans quoi? Dans le béton, la structure, les économies d'énergie Alors pour le coup, là je suis en alternance dans les travaux publics. D'accord. Du coup, vous êtes TP pur et dur alors. TP pur et dur, oui, c'est ça. Donc j'ai pas forcément... Donc VRD, etc. Exactement. Voirie, réseau, distribution. Oui, mais spécialisé dans l'aéronautique, donc les voiries aéronautiques. Mais vous avez déjà, j'imagine, identifié des entreprises, qu'elles soient françaises ou étrangères, qui pourraient vous intéresser, j'imagine? Oui, des grands groupes qui sont déployés à l'international, donc comme Vinci, Bouygues, Colas. Colas qui fait beaucoup de TP, mais à l'international c'est très compliqué parce que forcément il faut 6 mois, il faut partir 6 mois et nous on recherche un stage de 3 mois, donc ça reste très court. Et ben, ma question c'est, pourquoi 3 mois en fait? Pourquoi pas 6 mois? Est-ce qu'on peut vraiment faire une immersion en 3 mois? Alors, c'est ce que votre école demande? C'est ça. Je pense que 3 mois ça suffit pas forcément parce que il nous faut déjà 1 mois d'adaptation, donc se faire à la nouvelle culture, à la langue aussi, parce qu'il y a la barrière de la langue, mais aussi les entreprises fonctionnent pas forcément pareil à l'international. Donc je pense qu'il faut 1 mois d'adaptation et ensuite les 2 mois, c'est là où on est dans le bain, on commence à se faire à la façon de travailler, mais du coup 3 mois ça suffit pas. Alors touchons un point pratique, en fait les stages sont forcément rémunérés au-delà de 2 mois, ce qui peut parfois, pas forcément à l'étranger, mais en France poser un certain nombre de problèmes, mais un stage peut être sécable, c'est-à-dire que si un étudiant sent que le fait de demander une rémunération est un élément bloquant, il peut tout à fait envisager de couper son stage en 2, de telle sorte à étendre le champ des possibles et pourquoi pas donc avoir 2 expériences qui se cumulent et se juxtaposent. Et ça c'est très intéressant pour un étudiant. Juliane, vous aussi, vous êtes un TP pur et dur ou vous êtes prêt à faire autre chose? Non, alors moi je fais mon alternance chez Batec, du coup une filiale de Vinci. Oui. Et j'ai la chance de pouvoir travailler sur la nouvelle tour de Total Energy, The Link, à la Défense. Donc moi je suis plutôt dans le développement de l'architecture d'intérieur. D'accord. Donc voilà, plus... Donc cabinet d'architecte, ça peut vous intéresser? Non, parce que moi je suis vraiment dans le côté ingénieur de l'architecture d'intérieur. Bureau d'études? C'est ça. Après vraiment tout ce qui pourrait m'intéresser c'est vraiment la structure, le béton. Les gens comme BTRM, Betom, etc. Exactement. Vous avez déjà eu des réponses, j'imagine. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Est-ce que c'est la durée du temps de stage qui est compliqué? Est-ce que c'est quoi? Est-ce que c'est les compétences? C'est quoi le souci aujourd'hui? Alors, on n'a pas forcément eu de retour direct, mais on nous a vraiment exprimé que c'est la durée qui va causer problème parce que c'est le problème d'investir pendant 3 mois
sur quelqu'un qui va partir. Rapidement, oui, c'est ça. Comment on fait, Jérôme Laverny? C'est quand même le chat qui se mord la queue, non? C'est là où il faut un accompagnement un peu particulier qui puisse permettre de soutenir. Alors, l'école pourrait s'investir. Oui, il y a des solutions. Ouais. On peut suggérer. Alors, petit coucou à l'école, qui peut s'investir aussi, qui peut se motiver. Rappelez-nous. Voilà. Mais au-delà de ça, on peut effectivement accompagner un jeune auprès d'une entreprise à essayer de concevoir pourquoi pas un contrat un peu plus long, qui en plus, en outre, puisse être rémunéré et permettre une stabilité et constituer une sorte de veilleur, c'est-à-dire un investissement pour l'entreprise, lui permettant, pourquoi pas, d'intégrer dans ses rangs de façon beaucoup plus pérenne et durable. Mais ça, il faut qu'il y ait une toute petite voix, et cette petite voix résonne dans les vraies voies de l'emploi. Voilà, en tout cas, merci pour rester avec nous. Dans un instant, on va parler d'innovation. Est-ce qu'on peut encore innover en France? On a deux acteurs importants, Nicolas Bouzou qui est avec nous, et on en parlera juste après, mais on parlera aussi de cet incubateur assez génial, de quelqu'un que vous connaissez bien, qui s'appelle Maurice Lévy, fondateur de l'Escalator. L'innovation en France, on en est où? Est-ce que ça progresse? Est-ce que c'est un métier d'avenir? On en parle dans quelques instants dans les vraies voies de l'emploi. À tout de suite. Et on continue ces vraies voies de l'emploi avec le grand Mamamouchi de l'emploi sur Sud Radio pour faire du Molière, Jérôme Laverny, et avec deux invités vraiment de marque ce soir. Nicolas Bouzou pour son livre La France de l'à peu près, publié aux éditions de l'Observatoire, et un grand patron, Maurice Lévy, ancien patron de Publicis, qui a une idée géniale, lancer l'Escalator. Alors, c'est pour relancer l'ascenseur social. L'ascenseur, c'est pas bien pour les claustrophobes, mais l'Escalator, c'est parfait. On va en parler dans quelques instants, Jérôme. Ça n'est pas Molière, mais c'est un titre proche de Vladimir Jankélévitch, comme quoi on innove encore en France. Il faut le lire de façon... c'est une pépite qui, contrairement à ce qu'il pourrait laisser entendre dans son titre, n'est pas seulement... ne constitue pas simplement que une accumulation d'alerte, de critiques, de signalements, de dysfonctionnements. Il y a aussi des solutions, il y a aussi beaucoup de positivisme, de caractère positif dans cet ouvrage de Nicolas Bouzou. C'est passionnant. Et par les temps qui courent, ça fait du bien de se faire du bien à avoir un petit peu de perspective et d'analyse positive, précisément. Nicolas Bouzou, la France de l'à peu près, c'est quoi? C'est pas comme les ingénieurs qui se tromperaient de 2 degrés sur un bâtiment et que ça poserait vraiment problème. Oui, si vous voulez. Non, mais la France, c'est pas un pays qui chute, c'est pas un pays qui tombe, c'est pas ça. En France, on vit encore bien. Donc, en fait, ce qui pose problème en France, c'est que il y a plein d'imprécisions, il y a des gens qui font leur travail mais qui le font pas avec le niveau d'excellence qui est requis. Moi, je me suis beaucoup interrogé sur les politiques publiques, les politiques économiques que je trouve en France plutôt bien. C'est très rare que je me dise voilà une mesure qui va dans le mauvais sens. En général, je trouve que les mesures vont plutôt dans le bon sens, mais elles sont pas bien exécutées, elles vont pas au fond des choses. Quand elles sont mises en place, elles sont pas bien évaluées. Vous voyez, et en fait, tous ces petits défauts, ça finit par faire des problèmes. Si vous corrigez pas les fautes d'orthographe dans l'éducation nationale, au bout d'un moment, vous avez un vrai affaissement du niveau. Si vous laissez subsister tout un tas de process, de normes qui sont pas utiles à l'hôpital, eh bien, vous avez un hôpital qui, au bout de 20 ans, dysfonctionne complètement. Quand vous laissez l'URSSAF ou les administrations commettre plein d'erreurs sur les adresses, les montants à prélever, etc., au bout d'un moment, les artisans, ils deviennent complètement fous, vous voyez, ils en peuvent plus. Ah, le RSI donc, à l'époque. C'était catastrophique. On était même, dans l'à peu près, là, on serait gentil. Voilà. Donc, vous voyez, en fait, ce que je veux dire, c'est ça. Et moi, ce qui m'agace dans notre pays, qui a des ressources absolument extraordinaires, je le dis pas par bien-pensance, je le dis parce que factuellement, on a plein d'entreprises, plein de start-up, plein de grosses entreprises dans tout un tas de secteurs, etc. On a un État qui, à mon avis, est trop gros, qui est trop bureaucratique, mais avec des gens très compétents, il n'y a pas de corruption, etc. Donc, je veux dire, c'est quand même un pays qui est un pays en or. Mais si on retrouvait un peu cette excellence, vous voyez, cette envie du travail bien fait, je vous le dis comme je le pense, la France pourrait être un paradis. Maurice Lévy, vous qui avez dirigé une très grande boîte française, Publicis, vous êtes connu par la France entière et même le monde entier. Vous êtes un des rois de la pub, comme on disait. Vous avez lancé justement l'Escalator. Est-ce que pour vous, j'ai lu votre communiqué de presse, vous voulez relancer l'ascenseur social? Est-ce que quelque part ça rejoint pas le livre de Nicolas Bouzou? Alors je dois avouer que je n'ai pas lu le livre de Nicolas Bouzou et j'en suis désolé, mais je suis d'accord sur le
constat de l'à peu près. Et il est vrai que quand on regarde un certain nombre de mesures qui ont été prises par les différents gouvernements, qui sont de droite, de gauche, le plus souvent parce qu'on a négocié, parce qu'on a essayé de faire plaisir à l'un, à l'autre, alors qu'on part d'une idée à peu près pure, on arrive à une idée qui est délitée, qui manque de substance, et au niveau de l'exécution, alors n'en parlons pas, il y a pas mal de défauts. Donc sur cette idée de l'à peu près, malheureusement, on est à peu près d'accord. Sur maintenant l'escalator, c'est très simple. Il se trouve que après avoir créé Vivatech, j'ai observé tout ce qui se passait de très très près dans le domaine des startups. Et j'ai vu une chose, une espèce d'injustice, je n'aime pas le terme d'injustice, mais en tous les cas quelque chose d'assez criant, qui est la différence de traitement entre ceux qui savent, ceux qui ont accès et ceux qui ont des soutiens, et ceux qui ne savent pas, qui n'ont pas d'accès et qui n'ont pas de soutien. C'est un fossé. Et je me suis dit qu'il y a cette France défavorisée qui n'est pas défavorisée sur le plan des idées, qui a des idées à en revendre, qui est riche non seulement d'idées, mais d'ambition, de volonté, et qui cherche à créer. D'où cette idée de l'escalator. Et je m'adresse effectivement, et c'est la 3e promotion que nous lançons en ce moment même, oui. Je m'adresse à des gens plutôt défavorisés, qui n'ont pas les accès, qui sont pas nés avec une cuillère d'argent dans la bouche, qui ont des difficultés pour faire passer leurs idées et faire entendre leur voix, puisque c'est les voix de l'emploi. Et un jury va les sélectionner et on va leur apporter absolument tout ce dont ils ont besoin. Depuis l'ordinateur, le cloud, des bureaux, un soutien quotidien avec des équipes qui vont les accompagner dans le développement de leur programme, des mentors et des coachs qui vont les suivre de manière régulière, et puis bien sûr toutes sortes de formations ad hoc qui leur sont apportées. Il y a des gens qui sont extrêmement brillants en développement informatique, mais qui ne savent pas développer un business plan. Eh bien, on leur apporte cela. Qui ne savent pas ce que c'est qu'un plan marketing, on le leur apporte. Ou, au contraire, qui ont une idée brillante, mais ils ne savent pas la développer, et on va leur apporter des soutiens en techno ou en intelligence artificielle. Donc, tout un ensemble de soutiens qu'on leur apporte. Et je dois dire que je suis extrêmement heureux des résultats. Nous avons jusqu'à présent incubé plus de 40 startups. Là, on lance un appel à candidature. On a déjà près de 200 qui se sont présentés. Et sur les 40 startups qu'on a déjà incubées, il faut savoir que quand elles sont arrivées, elles étaient 50, 60 personnes. Aujourd'hui, compte tenu du fait qu'elles se sont un peu développées, qu'elles ont des stagiaires, mais aussi des gens à temps plein, elles sont plutôt 350 à 400 personnes. Jérôme Lavergne. Une question à Nicolas Bouzou. Est-ce que la France est une start-up qu'il conviendrait d'accompagner en termes de formation, peut-être de financement, sait-on jamais. Bref, y a-t-il quelques conseils à prodiguer pour recouper cette innovation et ce dynamisme qui existe quand même? En fait, la France... Moi j'adhérais assez à l'idée de la Startup Nation qui avait été défendue par l'actuel président de la République en 2017 lors de sa première campagne, parce que je pensais en effet qu'on est un tournant technologique avec le numérique, les robots, l'intelligence artificielle, les biotechnologies, et donc que c'était très important, qui est un avatar de l'intelligence artificielle en fait. Et donc je trouvais très important d'avoir un tissu économique avec beaucoup de startups. Je dirais que ça c'est réussi, parce qu'il y a énormément de start-up en France, et je dirais que le piège, c'est qu'on reste la Startup Nation. Parce qu'au fond, des petites entreprises innovantes, il y en a plein. Le problème, c'est qu'on a du mal à avoir de très grosses entreprises innovantes, de très grosses startups. En fait, en France, il y a plein de petites boîtes, c'est super. Il y a plein de startups, c'est super. Il y a plein de très grandes vieilles entreprises, et c'est absolument formidable. Mais on n'a pas de très grosses entreprises qui a 15 ou 20 ans. Et donc, il faut absolument qu'on arrive à trouver des dispositifs publics. Je pourrais vous donner des exemples très concrets, mais alors je suis désolé, c'est du français atroce, mais qui permettent de passer à l'échelle. Ça veut dire, quand des startups ont réussi,
qu'elles deviennent de très grosses entreprises, des entreprises qui vraiment ont un impact au niveau mondial. Les vraies voies de l'emploi, 19h27. On va continuer dans quelques instants avec Nicolas Bouzou et Maurice Lévy à parler de ce livre et de l'escalator. Vous voulez réagir? Tiens, si vous avez des idées de stage pour nos amis Anaël et Julian, Julian, pardon. On va prononcer à l'anglaise. Le 0826 300 300. On se retrouve dans quelques instants.